Bonsoir à toi public. Alors laisse-moi deviner, soit tu es attiré par la nouveauté de cette vidéo, soit j'ai prévu un gros contrôle demain et tu te dis que c'est tellement plus fun de réviser sa chimie sur un ordinateur portable ou sur son téléphone portable plutôt que d'ouvrir un livre ou encore un truc de fou, hein, son classeur. Bon, nous allons aborder dans cette partie les piles en oxydoréduction et pour cela je propose d'étudier les piles avec deux couples, le couple Cu2+ Cu, oxydant réducteur, hein, l'oxydant étant le Cu2+ et le réducteur Cu, et le couple Zn2+ Zn. Pour commencer cette introduction, je te propose d'étudier deux manipulations. La première manipulation consiste à placer de la tournure de cuivre, du cuivre à l'état solide, dans une solution de sulfate de zinc. La deuxième manipulation consiste, ce coup-ci, à placer du zinc à l'état solide dans une solution de sulfate de cuivre. Cette solution de sulfate de cuivre, tu la connais certainement, ce sont les ions cuivre 2 qui donnent en solution aqueuse cette coloration bleue au bécher. Après quelques instants, la première manipulation ici, on constate qu'il ne s'est rien passé. Pas de dépôt, pas de changement de couleur, pas de changement d'aspect ni de la solution, ni de la tournure de cuivre. En revanche, sur la deuxième manipulation, on constate une décoloration de la solution. Une décoloration de la solution qui passe de la couleur bleue à l'incolore. On remarque aussi que le zinc, qui avait un aspect métallique au départ de la manipulation, prend une couleur cuivrée en fin de manipulation. On peut donc supposer que les ions Cu2+ ont subi une transformation et la coloration cuivrée du zinc en fin de manipulation peut laisser supposer que le cuivre s'est transformé à l'état solide. Or, on constate sur cette demi-équation que pour que les ions cuivre 2 se transforment en cuivre à l'état solide, il leur faut nécessairement deux électrons. Dans cet exemple-là, ces deux électrons ont été fournis par le zinc à l'état solide. Le zinc à l'état solide s'est transformé en ion Zn2+ en fournissant ces fameux deux électrons qui manquaient au cuivre. Donc on est bien sur une transformation en oxydoréduction car il y a un échange d'électrons. Alors cette transformation, elle s'est faite spontanément dans un sens. C'est-à-dire que les CEI2+, en présence de zinc, si on écrit l'équation de la transformation, peut se transformer en cuivre à l'état solide et le zinc céder ces deux électrons. L'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas possible. En effet, ici, dans cette manipulation-là, on a vu que les ions Zn2+ ne pouvaient pas récupérer deux électrons au cuivre à l'état solide pour se transformer en zinc à l'état solide, sinon on aurait observé effectivement un dépôt sur la tournure de cuivre. Donc on va utiliser cette transformation spontanée. Donc je parle bien de transformation spontanée, hein, c'est le système chimique qui va évoluer vers un état d'équilibre de manière spontanée afin de faire circuler des électrons dans un circuit électrique. En effet, ce qui nous intéresse dans le cadre de la pile, c'est d'avoir une force électromotrice, une tension aux bornes des bornes de cette pile pour pouvoir faire fonctionner un appareil. L'appareil ici, je l'ai modélisé par une résistance. Donc les électrons, dans notre première manipulation, se sont directement échangés entre la surface du zinc et la solution d'ion cuivre 2. L'échange a eu lieu directement à cette interface. Ce qui va être intéressant dans le cadre de la pile, c'est de contraindre finalement ces électrons à emprunter un conducteur ohmique, à savoir un fil électrique, afin que la transformation puisse évoluer de manière spontanée. Alors, la première des choses que l'on a branché ici, c'est un ampèremètre. On a branché un ampèremètre sur cette pile afin de déterminer la polarité de cette pile. En effet, l'ampèremètre, vos fils, vous pouvez les brancher entre la borne A, qui veut dire ampère, et la borne COM, c'est une borne commune. Si l'intensité du courant rentre par la borne A et sort par la borne commune, la valeur indiquée par votre ampèremètre va être positive. En revanche, si l'intensité rentre par la borne commune et sort par la borne A, l'indication de votre ampèremètre va être négative, ce qui permet déjà de déterminer la polarité de la pile. Donc dans le cas de la transformation de la pile avec une lame de cuivre et une lame de zinc, on détermine cette polarité. À droite, la borne plus, au niveau de l'électrode en cuivre, et à gauche, la borne moins, au niveau de l'électrode en zinc.
Alors, étudions un petit peu la constitution d'une pile. Dans notre première manipulation, on avait placé une électrode en zinc à l'état solide dans une solution de sulfate de cuivre. Or, on voit ici que dans le cas de la pile, cette électrode en zinc est plongée dans une solution de sulfate de zinc, à savoir son ion associé. De la même manière, la demi-pile qui est située à droite est constituée d'une électrode en cuivre à l'état solide, plongée dans une solution de son ion associé, à savoir Cu2+. Au milieu, nous avons une jonction électrolytique constituée, dans le cas présent, de nitrate d'ammonium. Nous verrons son utilité juste après. Donc reprenons au niveau de la polarité de la pile. L'ampèremètre nous a permis de déterminer la polarité de la pile, ce qui nous permet de dire que l'intensité en dehors de la pile va toujours de la borne plus à la borne moins, comme vous l'avez certainement appris au collège. Comme vous l'avez également appris, vous savez que les électrons vont eux en sens inverse. Et cela rejoint bien ce que l'on a vu sur le sens d'évolution spontanée de la transformation chimique. En effet, les ions cuivre 2 ont bien besoin d'électrons pour pouvoir se transformer en cuivre à l'état solide. Et ces électrons sont fournis par les électrodes de zinc. Donc les électrons, pour que la transformation chimique puisse évoluer vers un état d'équilibre, sont obligés d'emprunter ce conducteur ohmique et d'arriver au niveau de l'électrode de cuivre. Donc les deux équations de transformation au niveau de ces électrodes sont Zn à l'état solide, qui va se transformer en Zn2+, en fournissant ces deux électrons. Le cuivre, lui, va récupérer les deux électrons après qu'ils aient circulé dans le conducteur ohmique pour se transformer en cuivre à l'état solide. Alors l'équation de transformation est la même que celle que l'on a établie sur la diapositive d'avant. Les ions Cu2+ vont se transformer en cuivre à l'état solide, alors que le zinc à l'état solide, l'électrode de zinc, elle, va se faire grignoter petit à petit parce que le zinc va se transformer en ion Zn2+. Alors, introduisons un petit peu de vocabulaire. En oxydoréduction, le siège de la réduction, et la réduction, c'est le fait de recevoir des électrons, on est réduit. Là, le Cu2+ reçoit des charges négatives, c'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, hein. Il est donc réduit et se transforme en Cu. Au niveau de cette électrode, au niveau de l'électrode où il y a la réduction, le nom que l'on donne à cette électrode, c'est la cathode. Alors un moyen simple pour pouvoir le mémoriser, on a une consonne sur le mot réduction, on a également une consonne sur le mot cathode, parce que vous avez souvent tendance à confondre les deux. En revanche, de ce côté-là, le zinc, lui, va fournir des électrons, c'est un oxydant. Au niveau de l'électrode en zinc, il y a une oxydation. Et le siège de l'oxydation est appelé l'anode ici. Alors pour le retenir, c'est pareil, hein, vous avez une voyelle au tout départ et une voyelle au tout départ. Consonne, consonne, voyelle, voyelle. Donc c'est important de le retenir de cette manière-là, parce que si vous vous dites que la cathode est systématiquement la borne plus, vous ferez des erreurs l'année prochaine ou sur un chapitre futur dans le cadre de l'électrolyse, qui lui traite des transformations forcées et non pas des transformations spontanées. Alors, si je reviens un cran en avant, ici, le zinc à l'état solide va se transformer en zinc à l'état ionique, Zn2+. Il va donc y avoir une transformation de la matière au niveau de l'électrode qui va passer de l'état solide à l'état solvaté d'ion Zn2+. Si j'avance, on voit qu'ici, le zinc à l'état solide s'est transformé en ion Zn2+, en fournissant ces deux électrons qui ont été récupérés de l'autre côté par le cuivre. Par le cuivre, ici, regardez le cuivre qui s'est formé, qui s'est déposé. Initialement, à cet endroit-là, il y avait des ions Cu2+, mais après que la transformation chimique ait eu lieu, ces ions Cu2+ ont récupéré deux électrons pour se transformer en cuivre à l'état solide. Il y a donc un dépôt de cuivre sur cette électrode-ci. Alors, la jonction électrolytique au milieu, elle est très importante, et votre pile ne pourra pas fonctionner sans cette jonction électrolytique. On appelle ça également un pont salin, parce que vous avez des sels à l'intérieur, des espèces chimiques ioniques. Alors, il est important que les deux demi-piles et les deux solutions soient électriquement neutres au niveau des deux demi-piles. Or, de ce côté-là, vous avez du zinc qui s'est transformé en ion Zn2+. Vous avez donc l'apparition de deux charges positives dans ce compartiment de la pile, dans cette demi-pile. Il y a donc deux ions nitrates, NO3-,
qui ont migré du pont salin pour rentrer dans la solution de cette demi-pile, ce qui fait que l'on conserve l'électroneutralité de ce côté-là de la demi-pile. Même raisonnement de l'autre côté. De l'autre côté, souvenez-vous, il y avait des ions Cu2+ de ce côté. Il y avait des ions Cu2+ qui se sont transformés en cuivre à l'état solide. Ces ions Cu2+ faisaient partie d'une solution de sulfate de cuivre, ils étaient accompagnés d'ions sulfate. Il y a donc eu transformation de ces ions Cu2+ en cuivre à l'état solide. Et donc, pour conserver l'électroneutralité, ce sont des espèces chimiques chargées positivement qui vont rentrer, qui vont migrer vers cette demi-pile. Voilà l'utilité du pont salin. S'il n'y a pas de pont salin, il n'y a pas d'électroneutralité sur les deux piles et votre pile ne pourra pas débiter de courant. Alors, au fur et à mesure que la pile va débiter du courant, la quantité de matière de zinc à l'état solide sur l'électrode va diminuer, alors qu'on va déposer du cuivre à l'état solide sur la cathode, le siège de la réduction. Voilà, donc j'avance sur la diapositive d'après. La transformation chimique va s'arrêter, soit par une dégradation du pont salin, soit parce que l'un des réactifs va devenir limitant. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre des piles, c'est d'établir une relation entre la quantité d'électricité échangée et des grandeurs physiques mesurables. Vous, en TP, vous allez pouvoir mesurer une intensité et éventuellement une durée de fonctionnement de la pile. Alors, il y a une grandeur qui va lier ce qui se passe au niveau chimique, l'état microscopique, aux grandeurs physiques que l'on peut mesurer. Et cette grandeur, c'est la quantité d'électricité. Cette quantité d'électricité exprimée en coulombs, elle est égale à la constante de Faraday, que je vais expliquer juste après, multipliée par la quantité d'électrons exprimée en mol. Et bien c'est très simple, cette quantité d'électricité, cette constante de Faraday, excusez-moi, c'est la quantité d'électricité transportée par une mole. Or, un électron, vous savez que sa charge est de moins 1,6 10-19 coulombs. Une mole d'électrons, une mole, c'est un paquet de 6,022 10 puissance 23 entités. Et ces entités, dans le cas présent, ce sont des électrons. Donc si chaque électron porte une charge de 1,6 10-19 coulombs, 6,022 10 puissance 23 électrons vont porter au total une charge de 96 500 coulombs. L'unité est en coulombs par mole. Et oui, effectivement, c'est bien la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. C'est le principe du calcul. Donc si une mole d'électrons transporte 96 500 coulombs, la quantité totale d'électricité dépend bien du nombre de moles qui va circuler. Donc N étant le nombre de moles, et F, la constante de Faraday, la quantité d'électricité transportée par une mole. Cette quantité d'électricité, elle est reliée également à des grandeurs physiques que l'on peut mesurer en TP, à savoir l'intensité, exprimée en ampères, et la durée de fonctionnement de la pile, delta T, exprimée en secondes. Évidemment, en égalisant ces deux équations, on peut relier la quantité d'électrons à des grandeurs physiques mesurables. Voilà. Nous verrons dans un deuxième exemple sur la pile cuivre-argent, un exemple plus concret qui permettra même de lier la quantité d'électrons aux variations de quantité de matière sur les électrodes, c'est-à-dire combien de moles de zinc se sont transformés en zinc à l'état ionique, voilà, et combien d'ions Cu2+, combien de moles d'ions Cu2+ se sont transformés en cuivre à l'état solide sur l'électrode en cuivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a remis un petit peu les idées au clair sur le fonctionnement des piles, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir.